Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous amène sur la Sabine River. Ça caille vraiment. Pendant 3 4 semaines, là, on a eu un hiver très très intense, suivi d'une grosse phase de redoux. Pendant 10 jours, il faisait très chaud. Et là, forcément, comme je veux filmer, bah, ça fait 2 jours que ça caille avec des températures négatives le matin. Je vous amène donc sur la Sabine River, un lieu que j'adore, qui il y a 3 ans était absolument extraordinaire, avec une très grosse population de poissons entre 3 et 6 livres, ce qui était vraiment génial. Et cette année-là, il y a eu une énorme sécheresse là, de mai jusqu'à début décembre, donc pas d'afflux d'eau douce. L'eau de mer est remontée du golfe du Mexique dans la rivière, dans les marais, ce qui a fait que ça a tué ça a tué la végétation, ça a tué le fourrage et forcément, une très grosse partie du cheptel. Donc là, c'est un peu en train de revenir. L'an dernier, j'ai pêché le spot que je vais pêcher aujourd'hui. On commençait à avoir des poissons corrects, donc j'espère que cette année-là, c'est ma première session, sur le spot. J'espère que ça va être, un petit peu mieux. Allez, c'est parti! Bon, allez, c'est parti, ça caille. Il fait entre -1, -2. Le run en bateau a été assez intense. 40 minutes là dans le froid, c'était pas simple. On va pêcher les roseaux et toutes les longueurs de roseaux. Et entre les longueurs, on va pêcher un peu spinnerbait ou lady jig. Bon, là, de toute façon, il n'y a pas d'autre choix, hein. C'est pas trop possible de faire autre chose que d'envoyer un jig, donc master jig, et puis la nouvelle Slapog de chez Megabass là, en trailer. Donc voilà, donc là c'est l'idée, c'est de faire un maximum de pitching pour essayer de solliciter les poissons qui sont là-dedans. Donc le vent du nord a drainé quand même pas mal les marais. Donc j'ai bon espoir que les poissons se trouvent plutôt sur la première partie des roseaux. On va devoir lancer un petit peu à l'intérieur ou alors en bordure. Mais d'habitude, c'est les poissons qu'on ne peut pas solliciter parce que quand le niveau est trop haut, bah, ils sont vachement loin et du coup, on peut jamais les atteindre, quoi. Alors je pêche ici, même si c'est à l'ombre, parce que c'est la partie qui est la plus profonde. L'autre côté, c'est vraiment plat. Alors, je sais que c'est au soleil, c'est plus tentant, mais euh, d'année en année, en fait, c'est la même chose. On ne les fait jamais, surtout sur la première partie. À la fin, c'est mieux. Donc je changerai de berge à un moment où on fera un tour une fois qu'on aura pris quelques informations. Mais pour l'instant, on va se cantonner à pêcher ce que l'on connaît. Hey! Oh non, 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 ça c'était beau ça, je me suis fait avoir comme un bleu. Je croyais que j'étais accroché, quel imbécile absolu. C'était un beau poisson en plus. Ah non, j'ai mal ferré, là je suis resté comme un con. Bon voilà, on va mettre ça sur le compte du froid. Ah c'est dommage, c'était vraiment... ça a l'air d'être joli quoi. Allez. Hey. Voilà ce que je disais en fait. Il y a un groupe. Ouais, première touche, il y a un beau poisson. Celui-là, c'est un keeper plutôt correct. Il est gros, il est en forme, donc c'est bien. Je le relâche. Hop. Hey, hey. Pas mal. Pas mal, dis-moi. Très très beau poisson pour ici là.
Magnifique, il est tout propre, tout neuf. Super. Ça commence bien. Je ne vais pas trop l'approcher parce que je suis au 20 mm, du coup il n'a pas l'air très gros à l'objectif, mais si je l'approche trop, il va être flou. Donc, allez, super. Ça, en fait, des fois, ça tient quelques beaux poissons parce que c'est la bonne configuration et c'est la seule petite longueur là qui est un peu isolée. Sur un canal, de toute façon, c'est important d'essayer de trouver des choses qui changent. Voilà, là, 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 là. Bon, ça c'était un petit poisson, je pense, parce que c'était vraiment une touche de. Ouais, lui, il partait avec. Hein. Bon, bah, c'est les poissons. Ce ne sont pas des gros poissons, mais c'est des poissons qui sont en forme. Et je vous assure que ça fait plaisir de voir ça, parce que c'était des scènes atroces suite à cette sécheresse-là. Tous les poissons flottaient, enfin, c'était dingue. Voilà, bon, on va continuer. Hop, j'enchaîne, puisqu'on est tout proche de l'autre. Ok. Redfish. Redfish. Fou. Ah. Oh, ce que ça donne en termes d'exposition, mais non, tu passes pas sous le bateau. Ça c'est un coup à péter ta canne direct. Ah. Le poisson qui ne se rend jamais. Et voilà ce que je voulais pas. Face. Non. Mais non, t'as pas envie d'aller là-bas. Reste par là. Viens montrer ton meilleur profil. Voilà. C'est des poissons qui ne se rendent jamais, ça. Ok. Le problème, c'est que je ne sais pas du tout ce que ça donne en termes d'exposition. Magnifique. C'est vraiment un poisson de fou. Super. Alright. On se replace.
Et on va attaquer les 300 mètres les plus productifs avant cette sécheresse là, cette invasion d'eau salée. Ouf, ça c'était dégueulasse. Alors. Ouais. Le redfish était vraiment cool. Quand tu en fais un avec un jig là, c'est autre chose, hein, au ferrage. Le truc il bouge pas. Et tout de suite il part comme une torpille. Allez. Une belle touche là, un 3-4 livres là. Oh. Ouverture de l'hameçon. De toute façon c'est normal, hein. On est proche du poisson avec une tresse de 50 livres. On ferre fort. C'est normal que les hameçons ils se tordent un peu, hein. Les poissons qui sont à l'arrêt. C'est marrant, en fait, celui-là était un petit peu éloigné des roseaux. Hein. Il est froid celui-là. Est-ce que du coup, je ne serais pas en train de bouger? Ça n'a pas trop de sens. Il commence plutôt loin pour se rapprocher au fur et à mesure que le soleil s'élève, mais bon. Les conditions sont sur le papier, c'est favorable, à part cet énorme front froid, mais bon. Ça devrait s'améliorer. La Louisiane, le seul état où tu mets le chauffage le matin et la clim l'après-midi. De toute façon, je pense que ça va valoir le coup de revenir pas trop loin de la Fraye pour voir un petit peu quel est l'état de la population. Bon, c'est un peu présomptueux de dire ça parce que si la méthode de prélèvement la plus efficace c'était la canne à pêche, ça se saurait. Ça c'est... Oh, redfish encore. Ah. Non, 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 non. Qu'est-ce que je disais? Oh là 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 là, en plus j'avais tout serré. Ça c'est un coup à tout péter. Non, 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 je savais que ça se commence. C'est entouré là. Enfin. Oh. Dingue. Plouche. Incroyable. Ça c'est bien. Ah. Ça c'est bien mieux. Bah voilà. Plein palais. Juste là où il faut.
Super. Ah là là, l'imbécile, exactement ce que j'avais dit. Il a pris des tombées et je l'ai checké au lieu de ferrer tout de suite. Ah, idiot. Un ferrage, c'est gratuit, hein. Donc, vaut mieux ferrer dans le vide que se rendre compte qu'en fait, on a raté le poisson. Donc voilà, maintenant, même si je sens un truc bizarre, je vais ferrer. Parce que là, ça fait 2-3 fois que je me fais avoir. Ah, extra. Je sentais, je sentais bien, il y avait un truc bizarre, j'ai juste tendu et au moment où j'ai tendu, plus je tendais, plus il est parti. Donc là, j'ai dû adapter un peu mon ferrage. Allez. Ça, c'est un beau black bass. Yes. Voilà. Super. La puissance du truc. Regarde-moi ça comme il est fat. Je vais vous le montrer. Allez, let's go. Let's go, let's go. Je vais faire le coup de spinner bait jusqu'au roseau. Encore un géant. Ah. Ouh.
Là, c'est pas profond. Donc, ce que je fais, c'est que mon spinnerbait, je le fais évoluer juste à la hauteur où il commence à disparaître. Là, c'est pas très profond, c'est toujours plat, donc j'ai pas trop envie de pêcher au jig là-dessus. On va retourner faire la longueur où ça commençait à bien mordre. Ok. Voilà, SV3. Avec une petite modif quand même, j'en parlerai plus tard. Là, il est venu, j'ai vu, il est passé là. Il est parti le chercher la tête la première comme ça. Quand mon spinnerbait a passé la petite. Enfin les herbiers. C'est pour ça que du coup il était piqué sur la lèvre du bas. Hop. Ok. Bon, je vais me remettre à pêcher au Texas. Enfin au jig, pardon. L'hiver, pensez au spinnerbait lorsque vous souhaitez ralentir votre pêche. On va changer la palette. Là, j'ai enlevé toutes les deux palettes qui sont d'habitude des Willow Leaf pour y mettre une palette Colorado. Ça permet plusieurs choses. Ça permet d'envoyer beaucoup plus de signal, donc basse fréquence, dans des eaux qui sont souvent beaucoup plus froides et beaucoup plus teintées que d'habitude. Et du coup, comme il y a plus d'appui, ça va me permettre vraiment de ralentir ma récupération au maximum et de m'adapter du coup à l'humeur des poissons. Voilà, pensez-y, Colorado. Alright. Puis là, encore une fois, on voit pas tout ce qu'il y a là, mais il y a plein de tiges de roseaux un peu dures là, qui sont cassées à ça. Et c'est pas facile quand ils prennent appui dessus. Eh, tu vois, j'avais voulu le faire tranquille, et au final, il est pas trop mal. Voilà. Ah. Voilà en fait pourquoi. Voilà pourquoi en fait il faut être tout le temps concentré et qu'on peut pas se dire oh tiens là je vais ferrer tranquille, là je vais ferrer plus fort, là ceci, là cela. Parce que au final on sait jamais sur quoi on va tomber. Ça peut être un petit mais ça aurait pu être un 5 ou 6. Je vous promets qu'il y a 3 ans, enfin, ça arrivait tellement souvent.
Ah, incroyable. Il l'a pris, il a recraché. Il a pris, il a recraché, il a repris. C'est bien, ils en veulent. Hein. C'est les meilleures touches que ce matin. Hein. Ce sont des meilleures touches que ce matin. Il manque juste 2-3 poissons de 3 livres plus là. Ce serait une belle, une belle sortie. Voilà. Ça c'est plus correct déjà. Un peu plus correct. Allez. Là c'est un peu le festoche quand même. Mais ça reste des poissons assez modestes. Enfin, qui sont, encore une fois, qui sont pour la plupart des keepers hein, pour la rivière. Mais j'aimerais bien faire un peu plus gros. Hein. Ah là là. Festival. Hey. Bien mieux. Très belle touche. Hop. Là, c'est important, quand on lance, d'être vraiment relâché. Je vais en reparler encore après, mais je lance jamais avec le bras devant, là, comme ça. Parce que, en fait, ça va être beaucoup plus... Je vais faire monter mon leurre et ça va être beaucoup plus dur de le faire rentrer dans l'eau de manière discrète. En plus, sur des longueurs comme ça où on pêche toute la journée, si je lève mon bras sans arrêt de cette manière-là, je risque vraiment de me faire mal. C'est vraiment essentiel d'avoir les coudes proches du corps. Ça, c'est tous les mecs, là, Louisiane, Texas, Alabama, tous les gars que je connais, ils m'ont vraiment corrigé au début et réappris à pitcher et tout. Un pitching, encore une fois, c'est pas fait pour atteindre de longues distances. Là, l'idée, c'est vraiment de déposer son leurre de manière assez discrète dans l'eau. Et je pêche pas à grande distance. Je suis à 5-6 mètres max. Des fois, je peux un petit peu si j'accélère la vitesse de mon poignet pour expulser mon leurre. Un pitching, c'est pas fait pour envoyer loin. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête parce que ça va vous permettre d'éviter de trop forcer. Il vaut mieux soigner son approche, qu'on soit du bord, en flotte tube, en kayak ou en bateau. On soigne son approche, on est discret et ensuite on pitch correctement. Parce que si on se met à forcer en levant le bras très haut, on va forcément faire monter son leurre, on va pas être précis, on va s'accrocher davantage, c'est jamais très bon. Le pire, ce que je vois, c'est les gars
qui prennent leur leurre comme ça, le mettent à la hanche, compriment leur canne, et puis lancent en faisant une grande rotation, là, comme si, presque en fait comme s'ils pêchaient à l'arbalète avec une sauterelle pour la truite. Ça n'existe pas en fait. C'est un truc hybride inventé je ne sais où, qui n'a aucune efficacité. L'idée, c'est vraiment d'aller déposer son leurre et d'être méthodique, de décortiquer tous les obstacles qui se trouvent face à nous. Donc voilà, pensez à ça, une attitude, on essaye d'être droit. On attrape son leurre ou pas hein, dans la main, c'est selon. Moi, j'évite de le faire parce que en fait, je devrais attraper mon leurre sans arrêt. Et puis, j'ai bien pris le pli en fait de donner un coup de poignet pour faire repartir mon jig ou mon Texas. Je pitch, je laisse mon leurre couler, bannière détendue. Quand je sais que c'est au fond, clac, je reprends le contact. Voilà. Je reprends contact, mais je tire pas mon leurre. Je tire pas sur mon leurre pour pas le décoller du fond, pour pas donner d'animation au cas où un poisson soit en train de le prendre. Ça éveillerait trop sa méfiance et du coup j'ai pas envie de faire ça. Hop, je lance, je laisse couler, je reprends contact, j'anime un petit peu et je ramène. L'idée c'est de multiplier les lancers. Moi ici, je sais que mes poissons ils sont dans le premier mètre, 80 cm là, soit au bord des roseaux, soit juste limite sur la cassure. Donc ça sert à rien d'animer jusqu'au bateau, parce que je perdrais beaucoup trop de temps en fait. Est-ce que je laisse des poissons derrière moi? Absolument, c'est certain. Mais il faut pas, il faut être à l'aise avec ça, il faut mettre ça de côté. L'essentiel c'est de se concentrer sur les poissons qui sont postés et qui sont mordeurs. Voilà. Autre chose, quand je lance, quand je pitch, je tourne mon poignet. Comme ça en fait je vais pouvoir casser mon poignet ici et ralentir la progression de mon leurre tout à mesure que je freine ma bobine. Voilà. Alors que si je le laisse droit, c'est beaucoup plus dur de casser le poignet et du coup, je ne vais pas contrôler l'entrée du leurre dans l'eau. Je vais faire un vrai splash, quoi. Ça va être problématique. Quand je lance devant moi en fait. Je suis toujours à un angle par opposition à ce que moi j'avais appris en France par exemple où on va plutôt pêcher comme ça, pour pêcher l'obstacle et ensuite toute la cassure jusqu'au bateau. Sauf que là, à faire ça, on perd un temps fou. Alors qu'en réalité, quand on comprend ce qu'on fait, le poisson, il est situé dans une zone plutôt restreinte. L'idée en lançant devant moi, c'est de rester dans la zone où les poissons se tiennent et rester quand même à une distance convenable, tout en étant proche et en contrôle. Boum. L'autre partie essentielle quand on pêche au jig ou au Texas, c'est le ferrage évidemment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là dans un environnement comme ça, on ne peut pas se permettre de ne pas ferrer fort. Parce qu'il y a tellement d'obstacles à la surface et sous l'eau qu'il faut vraiment être en mesure de percer tout ça, de tout découper pour piquer le poisson. Quand je vais ferrer, je prends contact et boum, quand je ferre en croisant. Mon bras, il n'est pas devant, il n'est pas désolidarisé de mon corps, parce que là, j'ai pas du tout de force en fait. Pas de force, je vais me faire mal à l'épaule, je vais me faire mal au poignet, ça va être compliqué. J'ai plusieurs potes qui sont soit fait mal au coude, soit à l'épaule, pété les tendons à cause de gros poissons. Donc il faut faire attention. Toujours avoir le bras sur le corps et aller viser le côté opposé en se tournant, en se grandissant un petit peu. Quand je ferre, je mouline. Dès que j'ai ferré, je suis en contact, je mouline. Parce que si je ferre et que je reste au point haut, le poisson il va bouger. Lui, il va créer un mou à un moment. Donc c'est important de pouvoir contrôler tout ça en étant très actif au moulinet. Continue de comprimer la canne, on est actif sur le moulinet. Donc voilà, avoir ça en tête.
C'est pour ça, hein, ceux qui utilisent des moteurs électriques où en fait tu as le choix entre la pédale et la télécommande, prenez toujours la pédale quand vous pêchez comme ça. Parce que une télécommande, si tu as le réflexe de tu ferres, paf, tu t'ancres, tu as lâché ta canne, tu fais un grand mou, le poisson il va se décrocher. On le voit souvent, hein, de toute façon, dans les dernières compétitions filmées en France, c'est récurrent. Le gars, je sais pas pourquoi, il ferre son poisson, ah poisson, puis d'un seul coup il arrête, il prend la télécommande, il s'ancre. Et après, ah il reprend en contact, ah décroché, ah non, ah j'ai vraiment pas de chance aujourd'hui. Bah non en fait, c'est juste que tu as créé un énorme mou dans ta ligne. Le poisson, tu l'as ferré à grande distance. Le poisson il a la gueule dure, bah, il s'est secoué, il s'est décroché, c'est normal. Dès lors qu'on ferre, il faut jamais, jamais, jamais relâcher la pression en fait. Épais celui-là, très lourd. C'est incroyable les muscles qu'ils ont. Mmh. Ah, piqué 2 fois. Ça c'est beau les gens. Allez. Wow. Super belle touche. Il l'a bien gavé. Il s'en est bien gavé, pardon. Quand un keeper descend, mais c'est pas encore le gros qu'on souhaite. Quand même aller pêcher ce morceau de bois. Mais on va passer en fluoro. On va passer en fluoro pour éviter que la tresse se coince dans l'écorce. Un fluoro, ça glisse beaucoup mieux sur le bois. Ah non, je vais pas t'accrocher quand même. Oh, redfish! 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 Ou alors alligator. Bah, je pense que c'est redfish. Hein. Ouh. Ah, je l'ai pas vu. Zut. Ouais. Kyo.
Soit c'est redfish, soit c'est un alligator. Allez, il faut que je le voie au moins. Qui me pète, c'est normal, mais je veux juste le voir. Voilà. Ça sent quand même l'alligator, cette merde là. Non, j'ai rien de redfish. Oh, oh, oh. Allez. Oh. Maxi. Alors là. Puis j'essaye d'orienter quand même pour pas être en contre-jour. Allez, allez, allez. Allez, oh non, il est mal piqué. Il est mal piqué. Non, non, il est bien piqué en fait. Redémarre pas. Non, 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 non. Ah. Oh, yeah. Alors là, superbe. Oh. Giante. Bon, cette vidéo s'achève sur ce magnifique redfish. J'espère que la journée vous aura plu, que ça n'était pas trop répétitif dans la mesure où j'ai pêché 2 canaux, donc c'était linéaire. Il n'y avait pas énormément de choses à faire à part du jig et puis du spinnerbait. J'ai pas trop abordé la notion de trailer aujourd'hui. J'ai majoritairement pêché avec la nouvelle Slapog de chez Megabass, mais il y avait pas mal de choses à dire aussi sur la bottle shrimp et sur quelques petits ajustements à faire en fonction des conditions. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Moi, je choisirai les meilleures questions et puis je ferai une vidéo de débriefing de tout ça en donnant un petit peu plus d'explications techniques. Mais voilà, en tout cas, merci encore pour tous les messages positifs à chaque fois. Ça fait beaucoup de bien et puis à très bientôt. Allez, ciao, salut.